la hotline de la NASA ne cesse de sonner. Les opérateurs du centre d'appel sont en sueur à cause du stress. Ils ont à peine le temps de répondre au téléphone. Et tous les messages qu'ils reçoivent disent la même chose. Il y a quelque chose qui brille sur la Lune. En effet, des milliers d'astronomes amateurs observaient la Lune cette nuit-là. Et soudain, une lumière vive est apparue à sa surface, comme si quelqu'un y avait allumé un puissant projecteur. Les scientifiques ont immédiatement commencé à chercher une explication à ce phénomène. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la lueur d'un avion volant entre les observateurs et la Lune. Mais alors, elle n'aurait pas été vue par autant de personnes depuis différentes parties du monde au même moment. Les suspects suivants ont été les satellites Starlink. En théorie, l'un d'eux aurait pu jouer un tour mesquin aux astronomes amateurs. Ces derniers auraient pu confondre la lumière du petit satellite avec un flash de lumière sur la Lune. Mais là encore, si le satellite était coupable de cette pagaille, l'éruption lumineuse n'aurait pas été statique, mais en mouvement. Alors que certains scientifiques continuent de chercher une explication à ce mystère, d'autres ont décidé d'étudier le phénomène plus en profondeur. Dans cette optique, ils ont construit un nouveau télescope au nord de Séville, en Espagne. Les conditions qui y règnent sont tout à fait adaptées à l'observation de la Lune. Le télescope est équipé de 2 caméras contrôlées à distance depuis un campus en Allemagne. Si les 2 caméras détectent un phénomène inhabituel à la surface de la Lune, le télescope y zoomera rapidement pour voir ce qui se passe. Il faudra aussi une intelligence artificielle avancée pour apprendre aux caméras à faire la distinction entre ce phénomène lunaire inexpliqué et la lumière d'un avion, d'un satellite ou d'une petite météorite qui viendrait de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Pendant que le télescope fait ses recherches, nous avons déjà une théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ces éclairs ronds et brillants à la surface de la Lune. Nous savons que la Lune influence les marées des mers et des océans sur Terre avec sa force gravitationnelle. Mais la Terre peut affecter la Lune de la même manière. Seulement, cette force est 32,5 fois plus intense. À un moment donné de sa rotation autour de la Terre, la Lune est à son point le plus proche de notre planète. C'est alors que la force de l'interaction est la plus grande. À ce moment-là, les forces de marée peuvent forcer les fissures de la surface de la Lune à s'ouvrir et libérer du gaz depuis l'intérieur. Un puissant jet de gaz soulève alors la poussière lunaire avec lui. Et ce que nous percevons comme un flash lumineux à travers nos télescopes n'est en fait qu'un brouillard de poussière qui est rond et reflète bien la lumière du soleil. Si tu l'observes de loin, cela ressemble vraiment à un flash. On pense que lorsque la poussière s'est élevée, il y a eu une petite explosion. Et ce flash s'estompe progressivement à mesure que la poussière se stabilise. Ces phénomènes se produisent en permanence à la surface de la Lune. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires. Mais en plus des flashs lunaires, des choses bien plus mystérieuses et bizarres se sont produites. En 1178, 5 moines ont affirmé avoir vu la Lune qui avait la forme d'un croissant, commencer à se scinder en deux à partir d'un point supérieur. Puis, du feu et des étincelles ont commencé à jaillir de l'endroit de la séparation. C'était comme si un dragon crachait des flammes. L'instant d'après, la Lune s'est mise à pulser, puis est revenue à son état normal. Ce phénomène s'est répété plus de 10 fois. Et les flammes ont pris des formes différentes à chaque fois. Lorsque ce cauchemar s'est terminé, la Lune est devenue noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène. Ils ont émis la théorie qu'un gros astéroïde était entré en collision avec la Lune à ce moment-là. Et c'est cet astéroïde qui aurait été responsable de la formation du cratère Giordano Bruno, d'une largeur équivalente à 15 ponts de Brooklyn. Mais dans ce cas, des millions de tonnes de fragments de l'astéroïde auraient également frappé la Terre. Et à ce moment, les gens auraient vu une incroyable pluie de météorites. Elles auraient été très brillantes et les souvenirs qu'elles auraient laissés auraient certainement laissé des traces dans les archives. Or, rien de cela ne s'est produit. À vrai dire, le phénomène que les moines ont observé semble douteux. Peut-être ont-ils effectivement vu un astéroïde tomber, seulement il tombait sur la Terre elle-même. Et ils ont perçu la lumière de la météorite en feu comme quelque chose de sinistre se produisant sur la Lune. Ou peut-être que les moines ont simplement imaginé des choses. Il n'y a pas d'autres témoins connus de cet événement. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les voir lorsqu'elle est en forme de croissant. Et cela se produit le plus souvent dans le cratère Aristarchus. Les flashs vont et viennent très rapidement, presque comme des éclairs. En fait, il s'agit d'électricité. Les forces des marées sont aussi responsables de ce phénomène. Elles provoquent une accumulation de contraintes mécaniques dans les roches. Cela peut produire un champ électrique, créant les flashs bleus qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs.
On peut aussi percevoir un scintillement semblable à celui d'une étoile sur la Lune. Cela peut être attribué aux météorites qui tombent sur sa surface. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les astéroïdes qui s'en approchent ne se consument pas. Ayant beaucoup de poids et de vitesse, ils provoquent une explosion au moment de l'impact. Et ici sur Terre, nous la percevons comme un scintillement stellaire. Par exemple, le 13 mai 1972, il y a eu un impact de météorite équivalent à 1000 tonnes de TNT près de l'endroit où Apollo 14 a alluni. Si nous avions vécu beaucoup plus tôt, nous aurions pu être témoins de flashs lumineux constants à la surface de la Lune. Tous les cratères qui s'y trouvent sont formés par de telles frappes de météorites. Alors imagine les feux d'artifice qu'il y avait là il y a des années. Mais beaucoup de ces météorites étaient en fait utiles. Elles ont apporté de l'eau avec elles. Oui, il y a de l'eau sur la Lune. La NASA a confirmé ce fait après des études menées avec le télescope SOFIA embarqué à bord d'un avion. Les observations ont été faites depuis la haute atmosphère de la Terre. À une telle altitude, l'air sec a permis au télescope de distinguer les plus petits détails. Il y avait peut-être de l'eau dans les cratères au pôle de la Lune. Ces endroits n'ont jamais vu la lumière et l'eau qui s'y trouve pourrait être prisonnière de la glace. Mais SOFIA a trouvé de l'eau sur la surface éclairée de la Lune. Bien sûr, ce ne sont que des molécules de H2O présentes dans les couches de poussière, mais c'est déjà ça. Si nous parvenions à collecter toute cette eau, nous en obtiendrions très peu. En comparaison, le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que ce que nous avons trouvé sur la Lune. Mais un phénomène encore plus inhabituel s'y déroule en ce moment même. La Lune est en train de rouiller, tout comme un vieux morceau de métal. Pour que la rouille apparaisse, il faut du fer, de l'eau et de l'oxygène. Le sol lunaire contient suffisamment de fer. Et comme nous l'avons déjà appris, il y a aussi de l'eau. La dernière pièce du puzzle est l'oxygène. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et que nous ne pouvons pas y respirer. Mais l'oxygène y est tout de même présent. Le vent solaire l'a apporté jusque-là. Le vent provenant de cette étoile chaude se déplace à une vitesse extrêmement élevée. Il racle l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transporte plus loin dans l'espace. Finalement, le vent chargé de molécules d'oxygène atteint la Lune. Et voilà, tous les ingrédients de la corrosion sont réunis. Et le minerai de fer à la surface de la Lune commence à prendre une teinte rougeâtre. Si ce processus se poursuit suffisamment longtemps dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orange. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient aussi de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers d'années, quand il y avait des rivières et des mers avec de l'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. D'autres objets étranges que l'on peut voir sur la Lune ont été laissés là par des humains. Entre 1969 et 1972, 12 personnes ont visité la Lune dans le cadre du programme Apollo. En tout, il y a 6 sites d'alunissage où les astronautes ont laissé un tas de choses derrière eux. En plus d'une vingtaine de satellites et de vaisseaux spatiaux qui sont tombés ou ont atterri en douceur sur la Lune, il y a un rover lunaire, quelques drapeaux des États-Unis, une photo de famille de l'un des astronautes et même 3 balles de golf. Et les 2 premiers hommes à être allés sur la Lune ont laissé derrière eux tout un tas d'affaires. Lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, ils ont emporté beaucoup d'échantillons de sol et de roches. Et pour emporter tout cela, ils ont dû se débarrasser de tout ce qui était inutile à bord du module lunaire. La caméra de télévision, les outils de collecte d'échantillons, l'équipement scientifique et même les accoudoirs des sièges. Les astronautes sont restés à l'extérieur du module lunaire pendant 8 bonnes minutes et ont jeté toute une montagne d'objets inutiles. Si tu rassemblais tous ces objets et débris laissés là par les 12 astronautes et que tu les mettais sur une balance, elle afficherait environ 199 tonnes, soit l'équivalent de 3 chars blindés lourds ou 3 grands avions de ligne. Étrange, mais vrai. Le satellite chinois Yutu-2 fait partie d'une mission robotique vers la face cachée de la Lune lancée le 7 décembre 2018. Le 3 janvier 2019, il effectue le tout premier alunissage en douceur sur la face cachée de la Lune. Il se pose dans le cratère de Von Karman, non loin du pôle sud de la Lune. Les scientifiques s'intéressent à cette région car les cratères froids et toujours ombragés qui s'y trouvent contiennent de l'eau glacée. Ces plaques de glace sont irrégulières et probablement anciennes. Au sud, la majeure partie de l'eau glacée est concentrée dans des cratères, tandis qu'au pôle Nord, elle s'étend de façon plus éparse. Dans tous les cas, cette glace pourra être utilisée une fois qu'une mission habitée de longue durée atterrira sur la Lune. Quoi qu'il en soit, plusieurs jours après l'atterrissage de Yutu-2, il ferme ses systèmes d'exploitation et hiberne durant sa première nuit lunaire. Il se réveille le 29 janvier 2019. Tous ses outils fonctionnent normalement.
Le rover parcourt 120 mètres lors de son premier jour lunaire complet. Un jour lunaire dure environ 14 jours terrestres et une nuit lunaire a la même durée. Se déplacer et explorer pendant la journée et s'éteindre pendant la nuit deviennent la routine du rover. C'est lors du 8e jour lunaire que Yutu-2 tombe sur quelque chose d'incroyable. Cette découverte conduit les scientifiques à remettre à plus tard tous les autres plans de la mission. Ils se concentrent sur la découverte de l'étrange matière trouvée par le rover. Au début, ce jour lunaire n'est pas différent des autres. Il commence le 25 juillet lorsque le rover commence à se frayer un chemin à travers une zone parsemée de minuscules cratères d'impact. Yutu-2 est aidé et surveillé par l'équipe de pilotes du Centre de contrôle aérospatial de Pékin. Le 28 juillet, l'équipe se prépare à arrêter le rover pour une sieste de mi-journée. Le soleil est haut dans le ciel, cela signifie qu'il y a des niveaux élevés de radiation et des températures brûlantes qui peuvent endommager la machine. Avant de mettre Yutu-2 hors tension, les scientifiques examinent les images prises par la caméra principale du rover. C'est là qu'ils le repèrent. Un petit cratère rempli de quelque chose qui semble étonnamment différent du paysage environnant. Incapable d'identifier la substance ressemblant à du gel, l'équipe ordonne au rover d'examiner cette étrange découverte. Yutu-2 s'approche prudemment du cratère pour examiner la substance étrangement colorée. La machine utilise un équipement spécial qui détecte la lumière réfléchie par la substance. Elle est censée aider les chercheurs à comprendre la structure de la matière. Malheureusement, la nature de cette découverte exceptionnellement colorée reste un mystère pendant plus d'un an. Il n'est pas étonnant que cette découverte, ainsi que le fait qu'au départ, il n'y ait pas eu d'image de cette étrange chose, ait suscité la curiosité du monde entier. La seule description disponible de la substance était qu'elle ressemblait à un gel brillant coloré de façon aléatoire, ce qui était plutôt étrange pour la surface poussiéreuse et aride de la Lune. Mais finalement, le mystère semble avoir été résolu. Les chercheurs ont analysé les informations reçues de l'équipement du rover. Comme prévu, la substance s'est avérée être composée de roches, de la brèche verdâtre et scintillante dans un échantillon ne dépassant pas 51 cm sur 15. C'est un peu comme une version géologique de la salade Jell-O avec des fruits à l'intérieur. Si tu la fais fondre, elle aura l'air vitreuse. La brèche est constituée de pierres pointues reliées entre elles par une substance semblable à de la craie. L'échantillon trouvé sur la face cachée de la Lune est constitué d'un mélange de différents minéraux. Le principal est un type de silicate qui est l'un des composants les plus courants de la croûte lunaire et terrestre. L'échantillon contient également du verre, ce qui signifie qu'il a pu se former lors d'une éruption volcanique. Mais l'activité volcanique sur la Lune s'est arrêtée il y a plus de 3 milliards d'années. C'est pourquoi les chercheurs sont presque sûrs qu'elle n'est pas à l'origine de cette découverte inhabituelle. Le matériau pourrait avoir été créé par un astéroïde massif, une comète ou une météorite qui aurait frappé la Lune. Lors de la collision, la pression et la température étaient si élevées que d'énormes quantités de roches ont instantanément fondu. Certains morceaux ont refroidi assez rapidement pour former du verre. Le reste s'est rassemblé au centre du cratère d'impact et s'est refroidi plus lentement, formant une nouvelle roche. La substance ne s'est probablement pas formée dans le cratère von Karman, mais dans les cratères voisins de Finsen et d'Alder. Le creux où le rover a fait sa découverte ne faisait que 2 mètres de diamètre. Ce qu'il a créé ne devait pas dépasser 2,5 cm de large. Mais alors, cela serait trop petit pour créer un si gros morceau de brèche. Il est intéressant de noter que la matière est similaire aux échantillons recueillis par les astronautes lors des missions Apollo de la NASA. L'un de ces échantillons était constitué de tessons de minéraux brisés et sombres collés les uns aux autres. Ils contenaient également du verre noir et brillant. On n'est pas sûr toutefois que ce soit la même substance que celle découverte par Yutu-2. Lorsque le rover a pris des photos et effectué ses mesures, il faisait plutôt sombre dans la zone. La qualité des images n'est pas très bonne. Les experts expliquent également que la mission examine une zone de la Lune jusqu'alors inexplorée. C'est pourquoi ils n'ont pas d'échantillons de cette région pour les comparer avec la substance verdâtre et brillante que le Yutu-2 a trouvée. Mais si leur supposition s'avère exacte, alors la face cachée de la Lune pourrait avoir plus de points communs avec celle qui fait face à la Terre qu'on ne le pensait. Mais qu'est-ce que ce côté obscur du satellite naturel de la Terre a de si spécial et pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Tout cela est dû au phénomène connu sous le nom de rotation synchrone. Le seul satellite naturel de la Terre tourne autour de son axe une fois tous les 27 jours, et il lui faut le même temps pour faire le tour de notre planète. C'est pourquoi on voit toujours la même face. Pour être précis, 59% de la surface de la Lune est visible.
Cela signifie que l'on peut apercevoir la face cachée du satellite à certaines périodes de l'année. La face de la Lune que nous ne pouvons pas voir est très différente de celle qui fait face à la Terre. Elle n'a pas de taches sombres visibles la nuit, qui sont des plaines basaltiques lunaires appelées mers lunaires. Elles ont été créées par d'anciennes éruptions volcaniques. Celles-ci se sont produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Au lieu de plaines, la face cachée de la Lune abrite d'innombrables cratères et de hautes montagnes. L'une des hypothèses pouvant expliquer une différence aussi frappante entre les deux faces est basée sur la théorie de la collision. Elle affirme qu'il y a des milliards d'années, la Terre est entrée en collision avec une autre planète ou un autre corps céleste massif. Après cela, les débris de cette collision se sont écrasés contre quelque chose qui allait plus tard former notre Lune. C'est pourquoi les paysages du satellite sont si différents d'un côté à l'autre. Une théorie plus récente suggère que la partie de la Lune qui fait face à la Terre est plus chaude en raison de la chaleur rayonnée par notre planète. Pendant la période des éruptions volcaniques, il faisait plus frais sur la partie la plus éloignée. C'est pourquoi les minéraux y sont devenus solides plus rapidement. Ils ont formé une couche protectrice protégeant l'intérieur de la Lune contre les météorites. Mais chaque impact a laissé un impressionnant cratère. Dans le même temps, une croûte beaucoup plus molle sur la face avant de la Lune crachait de la lave chaque fois qu'un météorite la frappait. Après que cette lave se soit refroidie, elle a recouvert les cratères des impacts. Même si la face la plus lointaine est souvent appelée la face sombre, les deux côtés reçoivent presque la même quantité de lumière solaire. Le côté que nous voyons semble un peu plus lumineux en raison de la lueur provenant de la Terre. Il y a 2 raisons pour lesquelles les scientifiques sont intéressés par l'exploration de la face cachée de la Lune. Après avoir quitté notre planète, de nombreuses ondes radio sont bloquées par le satellite naturel de la Terre. Si les astronomes pouvaient construire leurs télescopes radio et optiques sur la face cachée, ils obtiendraient beaucoup plus de données. Il n'y aurait aucun problème d'interférence, quelle qu'en soit la nature. Les télescopes seraient également protégés de l'éblouissement de la lumière du jour provenant de notre planète. Si les télescopes étaient installés dans des cratères, ils seraient également protégés du rayonnement solaire. Les astronomes pourraient ainsi obtenir une vue incroyablement claire des régions lointaines de l'univers. De plus, les scientifiques pensent qu'il y a de grandes quantités d'hélium-3 de l'autre côté de la Lune. La Terre est protégée des vents solaires qui transportent ce gaz par son champ magnétique. Mais notre satellite naturel n'a pas un tel bouclier. C'est pourquoi les experts pensent que la Lune peut être un endroit parfait pour l'extraction de l'hélium-3. Cet élément rare pourrait être utilisé plus tard comme combustible pour les réacteurs à fusion. Hé, réveille-toi! Vite, écoute ça! C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune.
Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lices de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit.
Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier, et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa lune de 1,6 km de large.
il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. La lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune. La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine lune peut t'empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin, c'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisée en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois. Les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lave en fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre, ou plutôt des tremblements de Lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate, ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météorites. Les tremblements de Lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins 240 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi. À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur, tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et, combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre, mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre.
La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une lune, sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre lune car elle est aussi trop proche du Soleil. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du Soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe, et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe.
Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que
l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral ? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats s'étaient révélés clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis,
En 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide.